Üdvözöljük utasainkat! Az első megálló Mauvais-Onde. 135. 135. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Avec ça, tu gagneras du temps. À deux, vous ferez encore plus vite. Creusez. Les baies vitrées, tournois, autour du hall d'entrée, une parade, deux pullovers, défile à contresens, sur un modèle, aléatoire. C'est une très jolie somme de $100 000. Il faut les gagner. Le pistolet. Bonjour, vous êtes sur Mauvaise Onde Tiloche en français. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur Budapest, sur les 150 ans de Budapest et son architecture, son histoire, etc. Nous avons la chance d'avoir parmi nous Ambrouche Eva, architecte français mais d'origine hongroise, qui va nous parler de Budapest. Également Joël Lepavou, journaliste français basé à Budapest, qui travaille pour plusieurs médias. Tu peux nous en citer 2-3 ? Oh, il y en a trop pour les citer. D'accord. Corentin Léotard, rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale. Salut. Salut à tout le monde. Vincent Liéger, essayiste surtout sur la question de la décroissance. Salut à toi. Si un stock. Nous allons avoir Fabien qui va nous faire sa chronique spatiale. C'est toi qui es dans la lune là. Hein. Oh la vache. Chronique culturelle. Allez. Les chroniques spatiales des années. Ça nous manque les chroniques spatiales, c'est pour ça. Ça a fusé là. Nous avons avec nous notre stagiaire tout choc, Siloé Lemaître. Bon, salut. Également 3 stagiaires du journal francophone de Budapest. Merci d'être avec nous. Et également Elaïs qui fait un grand voyage en vélo de Budapest jusqu'à la Chine. De la France à la Chine. De la France à la Chine. Et elle aussi ancienne stagiaire historique du journal francophone de Et Budapest. qui sera l'invité, petit teasing, du Fab Mix demain matin. Oui. Voilà. Où on parlera de l'espace. Très bien. La carte et le territoire. En vélo. Donc on va commencer par quelque chose d'un petit peu moins joyeux. Nous avons perdu DJ Palotai. Tu peux nous en parler ? Voilà, alors Zsolt Palotai était un grand DJ de Tiloche Radio. En fait, il était l'un des membres fondateurs de Tiloche Radio. Alors, il est né en 1961. Donc il était quand même pas tout jeune, mais c'était une des figures majeures de la scène électronique hongroise. Alors il a commencé comme barman et comme DJ à Tilosaza. Alors Tilosaza, c'était une sorte de bar un petit peu squat, qui marchait comme un squat, qui était situé mix à terre, et c'était pendant très longtemps un endroit alternatif juste après la fin du communisme. Et même à la fin du communisme, c'est au moment où ça a années ouvert. 90. Ouais, début des 90. 90, c'était vraiment le moment où Tilosaza était le club où il fallait être. C'était the place to be. Et il y a de nombreux concerts, surtout punk, qui sont passés là-bas, mais aussi des musiques traditionnelles. Et DJ Palotai, à ce moment-là, faisait de la musique électronique qui était vraiment en avance sur son temps, et qui mélangeait un petit peu avec du rap, avec des sons divers et variés. Et c'est là qu'il s'est vraiment fait connaître. Il était également barman. Et à Tilosaza, en 1991, c'est là qu'a été fondé Magyar Lunch, le magazine Magyar Lunch. Le Manch. Et Tiloche Radio. Donc ils faisaient partie du petit groupe fondateur. Je crois qu'ils étaient une quinzaine, quelque chose comme ça. Et ils ont décidé de faire la radio qui était dans des premiers temps pirate. Donc ils ont monté une antenne. Alors il n'y avait pas internet, on ne pouvait pas regarder des petits shorts YouTube pour voir comment on montait une radio. Mais ils ont créé une antenne et ils la baladaient dans une voiture. Voilà, notamment ils se promenaient autour de Gallertrade, il y avait des chassés croisés avec la police à l'époque.
Et à partir de, on va dire 92-93, là ça a été établi que Tiloche Radio pourrait avoir sa fréquence, et DJ Palotay, en fait bien sûr faisait partie du staff, des membres créateurs, donc il est là depuis ce moment-là. Sur sa musique, moi je connais sa musique depuis que je suis arrivé en Hongrie, donc en 99. Donc il a fait un album de mix qui est assez connu, qui s'appelle Abracadabra, qui est assez joyeux, qui mixe des musiques anciennes avec des beats électroniques, un tout petit peu de rap, mais très très peu, et assez joyeux. Et ce que je peux dire, c'est que depuis ces 20 dernières années, son style est passé plus dans de la techno dure. En fait, quand j'écoute les derniers mix, en tout cas c'est l'impression que j'ai, je sais pas si les autres ont la même impression, mais que ça devient de plus en plus techno hardcore, dur. Ouais, voilà. Je fais un petit complément, il avait cet aspect créatif plus dans la techno dure, mais c'était aussi celui qui a vraiment popularisé la drum and bass. La drum and bass, auprès des jeunes hongrois notamment. Ouais. Ouais. À Corvin Téteux, où tous les mercredis soirs il y avait le Rewind qui était absolument mythique et qui attirait tous les mercredis soirs 1000 personnes jusqu'à 5h du matin. Ouais, je me suis retrouvé assez souvent là-bas. Donc on t'a vu dans des on se demande comment. Ouais, petit mot sur le Corvin Téteux. T'as fini à 5h mais en petit état, hein. Ouais. C'était la grande époque. Donc le Corvin Téteux, c'était un café, une sorte de kert, mais qui est situé sur le toit du centre commercial du Corvin, donc sur Blaye-Lusater. Qui vient d'être rénové, ouvert comme un centre commercial. Voilà, qui est dans un style un petit peu néo-classique. Un peu début 20e, quoi. Voilà, mais qui était le grand centre commercial du début du siècle. Enfin, je sais pas la date exacte, je regarde en Bruges, notre spécialiste. On fait le lien avec, première question piège. Avec le sujet, ça va être un quiz tout au long de l'émission. Sur le modèle des grandes galeries parisiennes. Quoi. Ouais, là, on veut les dates exactes. Hein. Justement, on avait dit pas de date. Le bâtiment original, c'est style éclectique, c'est-à-dire que ça reprend un style classique. En fait, mais c'est pas si ancien que ça, le premier centre commercial. D'ailleurs, on voit tout de suite que l'arrière est beaucoup plus récent. Ensuite, il a été refait, notamment dans les années 70, où là, ils ont couvert la façade principale. Et ensuite, c'était pas laissé à l'abandon, mais quasi. Spar a repris le rez-de-chaussée, donc ils ont refait le rez-de-chaussée. Par contre, au premier étage, c'est resté comme c'était à la fin des années 80. En dessous du Corvin à Louhaz, donc du centre commercial, voilà, il y a au 7e étage inférieur, au sous-sol, 7e sous-sol, il y avait, et je crois, il y avait des rencontres. Non, il y avait, alors je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais en fait, il y a un truc de karting. En souterrain, et c'est là que j'ai fait la première partie de mon enterrement de vie de garçon. Donc je me souviens très bien de cet endroit, c'est assez hallucinant. On digresse, on était sur un hommage à Joël. Et c'est là que justement qu'il y a eu l'hommage à DJ Palotay devant, voilà, à côté du bâtiment devant, où tu étais. Dimanche qui était très impressionnant. C'est vrai que sinon, par rapport au sous-sol, dans le sous-sol de Museki Ediatem, de l'université d'architecture, il y avait un stand de tir quand je suis arrivé de Baltrap. En 99. Mais effectivement, donc il y a eu une commémoration instantanée, donc le dimanche soir, avec énormément de gens qui sont venus spontanément. Ensuite, quand même un événement Facebook, mais tout le monde est arrivé 2 heures plus tard avec des petites bougies. Donc j'étais là-bas aussi. Il y avait environ 200 personnes. C'était assez silencieux, assez calme. C'est une sorte de petite commémoration, très émotionnelle. Donc il n'y avait pas seulement des gens de Tiloche Radio, des connaissances, des fans. Je dirais qu'il y avait environ 200 personnes qui étaient là-bas. Et ensuite, mercredi, il y a eu une journée spéciale ici à Tiloche Radio, où toute la journée, les émissions musicales ont fait des mix de ces mix justement, et les émissions parlées, les anciennes connaissances de DJ Palotay, de Jolt Palotay, en fait sont venus pour parler de leur expérience, comment ils l'avaient rencontré, etc. Mais vu que c'était une très belle journée, beaucoup d'émotions là aussi, puisqu'il est mort jeune à 62 ans et mort de manière subite, donc ça a choqué beaucoup toute la scène alternative, musicale et festive de Budapest et les communautés de Tiloche Radio. Mais j'en ai parlé hier après-midi avec notre ami François Joly qui a eu l'honneur d'animer Grand DJ Budapestois aussi, qui considère que Jolt comme étant son maître. C'était son ami, mais son maître à jouer, son maître à DJ. On a longuement parlé hier après-midi, on était ensemble hier après-midi, donc je le salue, il est encore sous l'émotion, on s'est mis d'accord avec lui et je pense que ce serait bien de revenir pour refaire une émission sur Jolt Palotay qui a beaucoup marqué ces dernières décennies de la vie culturelle, musicale
et festive de Budapest, et on reviendra dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, qui fait le lien aussi avec l'émission du jour sur Budapest, parce que c'est ce type de personnage, figure incontournable. L'atmosphère particulière dont qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui. Il a attiré énormément de monde à chaque fois qu'il faisait des concerts, mais quelquefois il faisait aussi des tout petits mix. Par exemple, on peut retrouver sur YouTube des fois où il est allé à la campagne, dans des petits villages, et voilà, c'est lui le DJ. Il y a moins de gens qu'à un mariage, et il est parti, il revient. Bon, ce qu'on peut noter sur Palotei, c'est qu'il a fait une interview quelques jours avant sa mort que j'ai lue, qui était finalement très pessimiste, très sombre, où il disait que voilà, il n'y avait pas d'avenir dans la musique, il n'y en a pas eu avant. Il y a une petite période où il y avait une lueur, mais maintenant, qu'est-ce que c'est que la musique? On ne sait plus où est-ce qu'on se trouve. Tous les jeunes se barrent, etc. Voilà. Donc moi, c'était trop pessimiste pour moi, parce que je pense pas que ce soit ça le statut de la musique. À mon avis, il y aura toujours des jeunes, il y aura toujours des styles qui sont en renaissance. Mais voilà, il avait un petit côté sombre, même s'il attirait une foule de personnes. D'accord. Donc on le salue. On le salue, oui. On passe direct au sujet principal sur Budapest sans transition. Donc, déjà pour mettre un peu le contexte, c'est 150 ans d'unification de 3 villes différentes. Est-ce que Joël, tu peux nous expliquer ça? Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je pense qu'ils sont pas très nombreux derrière le transistor, ou ceux qui nous écoutent sur Internet, voilà, Budapest, c'est pas Bouda et Pest tout court, c'est Bouda, Pest et Óbuda, qui est l'actuel 3e arrondissement là où j'habite, et donc on a gardé en fait cette date du 17 novembre 1873, qui n'est pas totalement la date, on va dire, de l'unification, puisque 3 semaines avant, le 25 octobre au Vigado, donc la redoute de Pest comme on l'appelle en français, il y a eu le premier en fait conseil municipal de la Budapest unifiée, qui entérinait véritablement la fusion de Budapest. Et derrière, ils ont décidé donc de la date du 17 novembre comme date anniversaire. Et ce jour-là, d'ailleurs, le 17 novembre 1873, il y a eu une grande célébration, voilà, en grande pompe dans Budapest, où on a joué l'oratorio de Franz Liszt, voilà, compositeur austro-hongrois. Et depuis, voilà, y compris même en 1973, il y a eu des célébrations aussi à l'époque, mais aussi en 1923. Et donc là, aujourd'hui, en 2023, on célèbre les 150 ans de cette fusion qui donne la Budapest d'aujourd'hui. Donc Joël, la capitale de la Hongrie, qui à l'époque faisait partie de l'Empire austro-hongrois, c'était Pest jusqu'à l'unification, je suppose. Voilà, c'est ça, c'était Pest, parce qu'on est 6 ans après le compromis historique entre l'Autriche et la Hongrie, donc dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, et effectivement c'était Pest tout seul, et puis derrière c'est devenu donc Budapest, donc en prenant la partie disons plus résidentielle qu'on connaît aujourd'hui, Bouda, la partie plus populaire Pest, et Óbuda qui notamment au cours du XXe siècle était une grande zone industrielle, mais qui aujourd'hui devient un secteur de plus en plus coté, notamment sur les hauteurs, mais on en reparlera. Et qu'est-ce qui a poussé à cette unification? C'est pour avoir une capitale plus grande, ou il y avait en fait, il y avait effectivement une poussée de la population dans les 3 villes donc qui composent aujourd'hui Budapest. Il y avait aussi l'impact de la révolution industrielle de la deuxième moitié du 19e siècle, mais c'était surtout, comme tu le disais, pour avoir une capitale plus grande, une vraie capitale à l'échelle, je dirais pas mondiale, mais en tout cas quelque chose de plus représentatif pour la Hongrie de l'époque. Et donc derrière, cette fusion, elle a été entérinée par une loi fin 1872. Elle a été officielle à partir du 1er janvier 1873, mais donc administrativement, c'est à partir du 25 octobre et puis du 17 novembre, de cette date anniversaire, que la Budapest qu'on connaît aujourd'hui existe. On a de la chance parce que Joël là, nous fait la conférence gratuite, mais sinon c'est sur une croisière sur les bateaux. Et ça coûte très cher. Les places sont chères. Et entre parenthèses, on avait dit pas de date, mais bon. Oui, c'est pour ça que je les évacue, pour pas qu'Ambrouche a dit il doit dire des dates. Voilà. C'était dans les tuyaux quelques décennies avant la formalisation. Je pense notamment à Széchenyi qui était aussi le grand artisan du pont qui à l'époque, parce que la ville était séparée par le Danube, et à l'époque traverser le Danube n'était pas aussi aisé qu'aujourd'hui. C'est ça. Et la construction du pont qui se fait au milieu du 19e siècle, je crois 1849 si je me souviens bien, si je dis une bêtise, merci de me corriger, qui est déjà un premier pas vers cette unification qui permet de faire se rencontrer les deux rives entre Bouda, la royaliste, l'historique, là où il y a le château, Pest en pleine expansion et culturelle et
industrielle, et puis l'encore plus historique au Bouddha, héritière de Akunkum, qui était la ville romaine, la ville de l'Empire romain, quoi. Donc j'ai entendu une histoire, je sais pas si c'est un mythe ou pas, que Széchenyi voulait voir son père qui était mourant et qu'il n'a pas pu traverser le Danube qui était gelé, et c'est ça qui aurait qui est tout aussi interloqué que nous, mais il me semble que c'est vrai. Ouais. On a besoin de légendes pour voilà. Non, mais par contre il y avait des péages, enfin des douanes entre guillemets sur le Lánchíd pour passer de Budapest. Il fallait s'acquitter d'un droit de passage, tout comme d'ailleurs à l'époque aujourd'hui le pont de la Liberté, mais anciennement pont François-Joseph, qui sera inauguré par l'empereur lors des festivités du millénaire dont on parlera tout à l'heure. D'accord, très bien. Mais non, peut-être un peu pour rebondir, c'est intéressant par rapport au discours politique actuel, par rapport à une histoire difficile au siècle dernier de la ville de Budapest. C'est qu'au moment de sa naissance, Budapest est une ville très cosmopolite, où le hongrois est peu dominant. On parle surtout le hongrois sur les marchés. À Budapest, on parle l'allemand, on parle le yiddish, on parle le serbe, on parle le grec, on parle toute une pléthore de langues. Il y a différents quartiers. La ville s'est développée en fonction des quartiers, en fonction des 3000 qu'on a de manière mosaïque, en fonction des époques, etc. Et c'est intéressant de voir ça. Et puis au moment où elle se crée, on est peut-être avec Vienne et Prague au cœur de l'Europe, d'où cette Europe centrale. On est dans une ville extrêmement pionnière sur beaucoup de choses. Quand Budapest se crée, elle est pionnière autour du développement de déjà le premier pont suspendu d'Europe avec le pont Széchenyi. Le premier métro aussi. Et le premier métro qui arrivera bien plus tard, mais je pensais d'abord au premier tramway, la presse libre, une dynamique industrielle qui arrive assez tardivement en Hongrie par rapport à d'autres régions d'Europe, mais qui est assez forte. Donc une ville qui est en pleine expansion, qui est une ville de son époque, fin 19e siècle, avec l'imaginaire de son époque et les espoirs, les vues de son époque. C'est l'âge d'or de la Hongrie, c'est l'âge d'or de Budapest, c'est l'empire à deux têtes avec la grande impériale Vienne et Budapest son pendant côté hongrois, et tout ça va s'arrêter en 1914, quoi. Mais d'ailleurs, tu parlais de l'apogée de l'âge d'or de Budapest. Moi, je voulais demander à Ambrouche par rapport à ces fameuses festivités du millénaire qui sont donc entre mai et octobre 1896. C'est une succession d'inaugurations de bâtiments, d'édifices qui aujourd'hui sont incontournables à Budapest. Je pense à la Halle de l'Art, donc le Muchornok et d'autres. Je vais pas tous les citer. Le château de Vajdahunyad, par exemple, qui est une espèce d'ensemble architectural, on va dire, juste derrière aujourd'hui la patinoire du Városliget. Comment est Budapest à cette époque-là, en Ambrouche? Comment on peut décrire justement cette floraison d'édifices, de bâtiments? T'es pas obligé de répondre à la question, tu peux dire ce que tu peux aussi dire ce que tu veux, voilà, mais... À moi. Vous êtes très bien préparé l'émission, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Bon, salut. Pas de fausse humilité ici. Voilà. J'ai juste un tout petit avis sur le contexte géopolitique de l'époque où Budapest était réunifiée. C'est vraiment personnel et je ne suis pas du tout sûr que ce soit comme ça que ça s'est passé. À cette époque-là, on est en 1973. L'Autriche n'est pas est toujours en rivalité. Enfin, Budapest est toujours en rivalité avec Vienne, tout simplement. Et c'est juste à cette époque-là où l'Autriche est dans un crash. Très clairement. Et peut-être que c'est à ce moment-là où Budapest s'est senti un peu la possibilité de réunifier pousser des ailes. Voilà, pousser des ailes. Et effectivement, il y a tout le contexte industriel, etc., qui vient aussi avec. Buda, qui est, à mon avis, là où tu as dit que c'était Pest qui était la capitale. Moi, je suis pas du tout. Moi, je crois que c'est Bouddha. J'ai pas voulu t'interrompre, mais il me semble que c'est Bouddha. C'est Bouddha. Oui, parce que c'est là qu'il y a le cœur du pouvoir politique. Oui, pardon. Oui, bien sûr. Et donc, pour essayer de retomber sur ce que je sais, plus ou moins, c'est au niveau du développement urbain de Budapest. Buda est quand même coincée entre des collines, etc. Et elle n'a pas vraiment les moyens. Elle a le pouvoir. Elle a l'élite, etc. Mais c'est à Pest que se passe l'industrie, le développement, et c'est là où il y a une plaine où on peut s'étendre. Donc il y a besoin qu'il y ait une réunification qui se fasse pour que
que je sais pas, plus de capital, plus grandir. Voilà, c'est plus pragmatique. Ce que tu dis, c'est que c'est plus pragmatique en fait que romantique, parce qu'on a beaucoup parlé sur l'union, la fusion, la love story, on va dire Bouddha et Pest. Donc en fait, c'est finalement des pures nécessités. Oui, complètement. Voilà. Mais il y a un autre point qui est intéressant, je pense, par rapport à moi, je suis en tant qu'Hongrois, mais quand même un peu distant, etc., etc. J'ai une petite, on va dire, critique, c'est la Hongrie a toujours été en recherche d'identité et ça se sent justement dans l'architecture, ce que tu as appelé l'architecture éclectique, enfin c'est Fab qui en parlait dans sa chronique. C'est un sorte de mélange d'historicisme, etc. Enfin, la Hongrie, Budapest à cette époque, on va dire phare de cette époque où il y avait de l'argent, il y avait beaucoup de spéculation, il y avait beaucoup de choses qui se passaient à Budapest, donc développement des urbains, l'électricité, tout est fait en même temps pratiquement. Les ponts aussi. Les ponts, enfin, justement les voitures, enfin c'est un peu une époque charnière et donc qu'est-ce que je veux dire, je sais plus. L'éclectisme culturel. L'éclectisme, oui. Et donc, pour rebondir sur l'Expo universelle, si ma mémoire est bonne, elle était aussi en Autriche. C'est-à-dire que c'était Vienne, Budapest en même temps. D'accord. C'était un double. Donc, encore une fois, concurrence, en tout cas, qui est la plus grosse. Et Budapest, à cette époque-là, a fait les grands boulevards, la ville Andrássy, etc., la place des héros, enfin, tout ce que tu veux. Il y a énormément de choses qui se sont faites à cette époque-là. C'est les moments où il fallait montrer que Budapest était au niveau de Vienne. Oui. Et il y a toujours cité d'identité, c'est ce dont tu parlais là, à côté de la place des héros, le palais, le château de Vajdahunyad. Voilà, tout ça, ce sont des reconstitutions de châteaux existants qui étaient Transylvanien, qui étaient posés ensemble. Donc c'est de la reconstruction kitsch, c'est comme le Bastion des pêcheurs. Enfin tout ça, c'est une réinterprétation de je sais pas quoi d'ailleurs, de mythe, l'imaginaire. Mais tu parlais des bastions des pêcheurs. Je crois que c'est comme en fait sur la place des héros d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je crois que tu as 7 tours au Bastion des pêcheurs et c'est soi-disant, enfin à l'époque en tout cas, c'était pour honorer les 7 cavaliers, enfin les chefs de Pilmagar. Voilà. De ces grands monuments symboles comme le château de Vajdahunyad ou de la place des héros, est-ce que vraiment sur cette affirmation de l'identité hongroise et de sa quête de puissance par rapport à Vienne, ça imprime plus au-delà de ça le paysage urbain de Budapest dans l'architecture par exemple? Les bâtiments, oui, ils sont c'est l'époque Art déco et la Hongrie ne veut pas faire Art déco, ça fait de l'éclectisme qui est un mélange de plein de choses. Et sécession aussi de l'époque. Vincent Non, pour rebondir, ça me rappelle une conférence qu'on a eue à l'Institut français il y a quelques semaines sur l'identité hongroise où il y avait une présentation de Ablonczy Balázs, j'espère l'historien, entre les deux frères, on les salue les deux, qui revenait sur le touranisme. Et certains architectes à cette époque-là, en cherchant des origines culturelles hongroises pour se démarquer justement des tendances de l'époque, inventaient une espèce d'architecture touraniste qu'on va retrouver dans le 11e arrondissement, que tu connais bien aussi. Et sur le pont de la Liberté où il y a des touroules, justement. Exactement, et on voit, et c'est vraiment la dimension intéressante de Budapest qui n'est pas classique comme Vienne. Quand on va à Vienne, on a un classici. J'étais il y a quelques jours là pour faire une conférence. Et à Budapest, il y a un côté déroutant, c'est-à-dire qu'il y a même un côté un peu kitsch par moment. Ça part dans tous les sens. Il y a un côté. C'est pas tenu dans une conception. Moi, j'ai pas envie de dire que c'est Vas-y. C'est un patchwork, quoi. C'est un mélange. Je trouve une expression autre que vomir. Dégueuler. T'as le droit d'aimer ton pays d'origine. Donc mais il y a un côté explosion parce que ça arrive très vite. C'est une ville fin 19e, début 20e. Ça respire quand on est là, c'est presque une caricature de la littérature de cette époque, de ce que l'imaginaire peut projeter quand on pense à cette période-là, et qui part dans tous les sens. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, quand on se balade dans les rues de Budapest, quel que soit le quartier où on est, chaque bâtiment
peut nous surprendre de manière assez forte. Oui, et justement, ils sont très indépendants les uns des autres. Exactement. La ville ne s'est pas tissée l'un dans l'autre. On va dire, c'est un peu juxtaposé des bâtiments qui, à peu près de la même époque, mais ils sont quand même différents. Voilà. J'ai envie de faire un rapprochement par rapport à l'architecture, on va dire, la seule référence internationale qui existe en Hongrie, c'est l'architecture organique. Excusez-moi, l'architecture organique. Makovec, et c'est un peu le même esprit. Encore une fois, je simplifie, voilà, etc. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas m'aimer avec cette phrase, mais t'es pas devant des étudiants à l'université. Je simplifie. Mais il y a toujours cette recherche d'identité, d'être un petit peu différent. Et ça, je retrouve beaucoup bon. Passons. Mais juste une remarque, tu parlais de cette explosion, voilà, notamment fin 19e, début 20e. Moi, il y a un bâtiment qui, continue de me subjuguer encore aujourd'hui, c'est le New York Café, qui ouvre à l'époque en 1894, donc on est juste avant les festivités du millénaire, et qui, à l'époque, devient, on va dire, un lieu très prisé des artistes, des journalistes, des intellectuels, etc. Bon, aujourd'hui, c'est un piège à touristes où, en gros, on fait la queue et on achète des coupe-fils pour pouvoir aller boire un cappuccino à 10 balles. Mais dans cette profusion, voilà, de bâtiments et notamment de cafés, que ce soit ça, que ce soit Gerbeaud ou autre, qu'est-ce que ça dit justement du Budapest de l'époque et de cette ambiance-là et de cette volonté d'affirmation dont tu parlais à l'instant? Là, on est plus dans le domaine social. Quelle est l'ambiance de Budapest à l'époque? J'y étais pas, je pense. Mais c'était mieux. Mais voilà. Les femmes étaient des robes, quoi. Voilà. C'était bien, le New York Café, etc. C'est des références, c'est l'élite culturelle et politique et qui se retrouve au café, mais comme ça se faisait dans plein de villes d'Europe. Est-ce qu'il existe dans la mémoire hongroise une nostalgie forte de cette période? Ah bah oui, on regarde ce que les existe dans la mémoire hongroise une nostalgie forte de cette période. Ah bah oui, on regarde ce que les reconstructions qui se font actuellement au château. Là, on peut encore une fois effectivement en profiter pour faire un peu de politique discrètement. Mais oui, c'est qui est bizarre, c'est que si on doit reconstruire, s'il n'y a pas de bâtiment à un endroit, et on doit reconstruire. On peut reconstruire sur différentes époques, parce que y a eu un bâtiment au Moyen-Âge, machin, il y a eu plein de périodes. Pourquoi juste c'est ce bâtiment de cette période-là qu'il faut reconstruire? Parce que c'est l'âge d'or de Budapest et de la Hongrie. Et de la Hongrie de manière générale, Oui, j'ajouterais que c'est idéalisé. C'est-à-dire que c'est un âge, une sorte d'âge classique, totalement idéalisé. Parce que cette époque, même, c'était super d'aller au New York Café au 19e. C'était Epifiu qui est là. Voilà, il y avait le typhus, il y avait des maladies, les gens mouraient tôt, il y avait les usines. Mais on allait boire des chocolats au New York Café. C'était pas terrible. Donc, justement, c'est une reconstruction historique. Comme aujourd'hui, on reconstruit une certaine période historique. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand je suis arrivé à Budapest, c'était complètement différent. Les gens. Il y avait plus de styles d'architecture, il y avait plus de combats. D'ailleurs, il y avait pas mal les organiques. Au début des années 2000. Ils ont très le vent en poupe. C'était sur leur descente, mais il y avait encore Makovec, etc. Donc il y avait ce groupe-là. Il y avait les constructeurs qui construisaient des trucs plutôt kitsch. Et puis des modernes, Judith Ralmadi, etc., qui faisaient des trucs plutôt modernes, et Garat. Et voilà, et en fait tout le monde se discutait, tout le monde se battait, mais le classique n'était pas encore revenu à la mode comme aujourd'hui. Et c'est là que ça rejoint complètement la politique, où maintenant si on reconstruit un bâtiment, surtout si c'est validé par le gouvernement, on a l'impression que c'est quelque chose comme au 19e siècle, mais on ne peut pas construire comme au 19e siècle. Donc c'est du béton, on refait des façades classiques. C'est du Disneyland, quoi. Voilà, et pourquoi classique? Parce que le bastion des pêcheurs, ça fait vraiment Disneyland. C'est clair. Ou même le nouveau Corvin Arouaz, c'est pareil, quoi, quand on regarde. Vincent, c'est dictature. Non, pour rebondir un peu tout ça. C'est intéressant ce que tu viens de dire, Fabien. Qui construit c'est les fascistes. Voilà, l'architecture où tu ne penses pas, c'est-à-dire que tu fais pas quelque chose de nouveau, tu vas essayer de prendre des références romaines finalement. Ça peut être facilement, pour moi en tout cas, des architectures de dictature. Moi j'ai envie de te dire que c'est plus facile de faire la réhabilitation, de refaire ce qui a été fait avant, parce que ça donne moins de critiques. Si tu commences à faire un bâtiment contemporain dans un contexte ancien, on va tout de suite te dire c'est moche, machin, mais si tu refais l'ancien qui avait déjà existé, d'après une photo, tu fais un truc avec tes mains,
plus personne peut t'attaquer, donc c'est plus facile. C'est plus facile, ouais, exactement. Vincent ? Non, je vais remettre un peu d'éléments de contexte à l'époque, où, une fois de plus, la ville était très multiculturelle. La langue hongroise était dans une dynamique de construction et de modernisation. C'est pour ça aussi que les grands leaders politiques, culturels de cette époque-là étaient beaucoup des écrivains, des poètes qui participaient à la construction de cette langue. C'était le début de... Une recherche identitaire, encore une fois. Une recherche identitaire. On était à l'époque de la construction des États-nations aussi. Ce qui n'était pas le... C'était il faisait de la construction nationale, il faisait du nation building. Oui, ce qui n'était pas une spécificité hongroise, c'était la dynamique européenne qu'on trouvait partout, avec cette envie extrêmement forte de se dissocier des influences européennes classiques. Ouais. Et c'est ça qui donne ce cachet organique tout à fait passionnant et déroutant de Budapest. Et déjà à l'époque, une forme de créativité assez impressionnante. Enfin, c'est quand on compare à la même époque ce qui s'est fait dans des grandes villes comme Paris ou Vienne, c'est très classique. Enfin, on est très peu surpris. Ouais. Budapest, on est extrêmement surpris. On trouve déjà, moi, ce que j'aime beaucoup, ce qui m'a séduit, c'était ma première intuition lorsque j'ai mis mon premier pied il y a plus de 20 ans dans cette ville, une créativité sans commune mesure. Je suis d'accord. Merci Laurent. Et quand en Bruges, on continue sur cette voie aujourd'hui, qu'est-ce que tu en parles ? Bah, ça se perd quand même, on est d'accord. Qu'est-ce qui se perd ? Ça, c'est une discussion qu'on a eue avec Vincent l'autre jour autour d'une bière un soir. Une plus qu'une à mon avis. Une bière non, parce que la bière suivante, c'est un autre sujet. On se posait la question si c'est Budapest qui a perdu un petit peu de sa vitalité ou si c'était nous. Parce qu'on Est-ce qu'on est encore au courant où ça se passe, les choses, etc. Bon, après, forcément, on peut avoir un peu de recul et regarder ça autrement. Il y avait une période, donc il y a 10, 15, 20 ans. 90, de 90 à aujourd'hui. Quoi. Ouais, où il y avait cette forme de liberté parce qu'il n'y avait pas vraiment de règles. Justement, au niveau, je sais pas, si on parle uniquement des bars, à l'époque, sécurité incendie, rien quoi. Tout le monde s'en foutait. Et aujourd'hui, pas besoin. C'est les gens qui mettaient le feu dans les bars, tout simplement. Oui, voilà. Enfin, c'est juste pour rebondir un peu sur l'architecture. Il y a eu des problèmes, oui, effectivement, de feu et de mort, etc. Mais aujourd'hui, ça s'administration, ça se conjugue pas ça. Ça s'institutionnalise. Voilà. Ça s'officialise. On peut moins se permettre ce genre de truc un peu à l'arrache quand même. Ouais. Donc ça. Mais peut-être que ça existe encore. On est très aux ici, ce que je dis. Oula. Ici, il y a des détecteurs de fumée. Attention. Non, peut-être pour faire un fil conducteur. Donc on est dans cette période de construction extrêmement créative, extrêmement dynamique, extrêmement foisonnante, une grande capitale européenne, l'une des plus merveilleuses, magnifiques, dans un cadre géographique. On n'a pas parlé du cadre géographique particulier. Enfin, tu en as parlé un petit peu en disant le blocage de Bouddha pris entre ces collines, le Danube, etc. Dans un cadre géographique merveilleux, les collines d'un côté, le Danube infranchissable, la grande plaine qui commence à s'étendre. Donc on est dans une période d'extension merveilleuse qui s'arrête en 1914. Puis 1918, le traité de Trianon, où une grande capitale impériale se retrouve à la tête d'un petit État. C'est entre deux guerres. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de constructions dans cette période-là. Il y a un peu il y a quand même des constructions. Il y a le développement de notre quartier, enfin de mon quartier préféré, le 11e. Il y a les bains, il y a tout un imaginaire des années 20, des années 30, des grands hôtels, des théâtres. Vous faisiez référence à l'architecture fasciste. Modachter, c'est ça, non ? C'est une architecture futuriste. C'est plus tard, non ? C'est genre années 60-70, quoi. Non, mais tu parlais... Et puis tu retrouves dans... Je retrouve le Budapest d'Aurélien Sauvageau, de l'entre-deux-guerres, qui est extrêmement intéressant, qui, sous le régime Horthy, assez morose, sous ce Budapest de post-Trianon, assez morose aussi. Qui fait exactement la même chose que Orban aujourd'hui, j'allais dire en redynamisant, ou plutôt en Disneylandisant le quartier du château et autres, quoi, en ramenant le cœur du pouvoir là-bas, voilà, avec les mêmes visées. Et c'est l'incarnation de quand Horthy, tu sais, il entre sur son cheval blanc dans Budapest en 1919, voilà, l'avenue Bartók Béla, et qui passe justement par le pont de la Liberté, qui s'appelait encore pont François-Joseph à l'époque.
l'époque, mais c'est tout effectivement un pan de cette histoire-là qui va amener, j'allais dire, non seulement à ce retour en arrière ou cette sublimation, on va dire, du passé, puis ensuite au massacre de la Seconde Guerre mondiale, où Budapest va être en ruine et on va avoir 80% de la ville qui va être par terre lors du siège des soviétiques, quoi. Donc c'est vrai que Budapest qui souffre dans sa chair profondément à l'époque. Avec un massacre dans le massacre, il s'appelle la Shoah. Voilà. Exactement. Et puis, mais les années 20-30 qu'on retrouve dans Aurélien Sauvageau, qu'on retrouve dans beaucoup d'auteurs, il y a aussi une dynamique intellectuelle qui se perpétue, qui continue, mais qui est en régression, qui est très attaquée. Une partie aussi de l'intelligentsia budapestoise. Beaucoup d'entre eux juifs, pas que, mais beaucoup d'entre eux juifs fuient la Hongrie, fuient Budapest. Et puis, comme tu le disais, les bombardements de la libération de 45. Et puis l'entrée dans une nouvelle ère jusqu'en 89. Ouais, c'est ça. Mais toi, est-ce que tu as justement des remarques par rapport à cette époque-là, notamment l'époque de Horthy, j'allais dire ce truc de l'histoire dans l'histoire, ce côté affirmation qui est encore plus sublimé ou renforcé par le régime, on va dire, peut-être pas fasciste, mais autoritaire, national-conservateur de l'époque. Waouh. Question de merde, je sais. Tu peux dire je passe et auquel cas je te prenais une question. C'est complexe. Alors, en Bruges, la période communiste, elle n'a pas laissé que des jolies choses dans le paysage urbain. Les panels. Outre les panels, mais qui sont pas beaux aujourd'hui, mais qui a quand même une unité sociale de loger une population qui croissait énormément. Quel est l'héritage aussi, sur le paysage urbain de Budapest de la période socialiste? Pour revenir aux panels, moi je trouve que les panels hongrois, en tout cas ici à Budapest, marchent beaucoup mieux que les panels en France. Ah oui, tout à fait. Ouais. Les HLM, tout à fait. Donc, non, oui, c'est une mauvaise période, forcément, mais après il y a eu les architectes, et s'ils étaient bons, ils arrivaient à sortir. Donc il y a quelques petites perles qui ont été sorties. Mais comme par exemple, comme ça a été fait dans les matériaux de merde bref, aujourd'hui ça disparaît. Il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi. Enfin, beaucoup de gens. Je ne sens pas comme un vieux. On m'a déjà posé la question pourquoi avant c'était mieux. Ah, à quel point avant? Voilà. Ça dépend de quel avant. Avant János ou avant Rákosi? Non, mais de toutes les époques, mais c'est souvent parce que ce qui était mieux a été conservé et ce qui était de mauvaise qualité a disparu. Et des années 70, c'était. Enfin, 50, 70, il y avait un autre aspect. Il fallait faire de la masse, il fallait apporter. Oui, la population croissait rapidement. Il fallait loger tous les paysans qui arrivaient à Budapest pour l'industrialisation. Et il a fallu le faire vite, de manière très vite. Faire très vite et de manière centralisée. Donc il reste pas grand-chose, mais il en reste encore beaucoup, tu vas me dire, parce que tu les vois. Mais les panels, oui. Enfin, surtout Újpest, Újpalota ou autres. Des quartiers finalement assez confortables. Ouais. Par rapport à la France, c'est. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la rez-de-chaussée. Ils sont vachement bien utilisés en Hongrie. Avec les commerces, salons de coiffure et des trucs comme ça, c'est génial. C'est top. Le problème de la proximité des commerces en France, les HLM, ils sont vides. Moi, en bas de chez moi, j'ai un primeur, quoi. Au rez-de-chaussée. Une concentration moins forte avec beaucoup d'espaces verts, de jeux pour enfants, les écoles et les reines des leux, donc l'accès à la santé au cœur des quartiers, des commerces, des marchés, et surtout, mais dès le départ dans la construction de Budapest, dans la deuxième partie du 19e siècle, quelque chose qui a été plutôt bien pensé et anticipé, qui reste extrêmement intéressant et qui fait que Budapest a peut-être l'un des meilleurs, voire le meilleur système de transport en commun en Europe ou au monde, quelque chose qui est extrêmement bien planifié. Où quand on habite, c'est ton cas Joël, c'est pas si loin que ça. Dans un de ces quartiers panels très excentrés du centre de Budapest, on est très très bien connecté en transport en commun, aujourd'hui même par des pistes cyclables, de manière extrêmement rapide, de jour comme de nuit, les week-ends. Je suis à 10 minutes du Pont Marguerite, et le Pont Marguerite tu prends le 4-6. Budapest aujourd'hui, Fabien, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Ouais, là j'ai pas mal de trucs à dire. En fait, allez, vas-y, on t'écoute. Il reste plus que 20 minutes. Non, en fait,
En fait, la période de la construction des HLM en France et celle en Hongrie, déjà, elle n'est pas exactement la même période. En fait, elle commence en France un tout petit peu avant. À ce moment-là, en Hongrie, ils sont plutôt dans le style sauce réal. Alors, le sauce réal n'est pas les blocs, mais en fait, c'est plutôt des maisons en briques, comme on voit sur Villagniout, par exemple, ou alors... Non, ce sont des belles maisons. Mais c'est des belles maisons. Des maisons aristocratiques, mais pour le peuple. Pour le peuple, exactement. C'est à ce moment-là, en fait, en France, on commençait à faire les petites HLM, mais c'était l'après-guerre, c'était le ministère pas de la rénovation, mais de la reconstruction. Et en fait, en France, ils ont fait appel à des entreprises privées. Donc, ça a été la naissance de Bouygues, qui avait des logiques commerciales. Voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas spécialement d'école, qu'il n'y a pas de magasin. T'arrêtes pas de chercher à te faire des amis, toi, aujourd'hui. Ils ont construit des Là, on vient de se niquer toutes les pubs de TF1 et compagnie, merci. Et en 1971, il a commencé à avoir une loi comme quoi tu ne devais pas avoir de nouvelle école à moins de 170 mètres d'un... T'es sérieux ? D'une école. Enfin, il ne devait pas y avoir de bar à côté d'une école. Et en général, si tu as un bar, tu as les marchés. C'est en général un centre de vie. C'est-à-dire que le bar, c'est pas seulement l'endroit pour se bourrer la gueule, mais c'est aussi... Ça dépend qui. Ça aide quand même. Hein. L'endroit où va se construire le marché, les petits magasins, le médecin, etc. etc. En Hongrie, c'est arrivé plus tard et il y avait un plan d'urbanisme plus général. C'est-à-dire que les grands plans d'urbanisme étaient prévus au niveau de la ville, des quartiers des villes. Et donc, c'était des grands centres d'urbanisme qui planifiaient tout. Et donc, dedans, tu avais déjà les écoles, les commerces. Tu avais en fait une union des fonctions qui allaient être dans la ville. C'est pour ça que c'est super bien fait. Enfin, je veux dire, en bas de chez moi, tu as le primeur, la pharmacie, le cabinet médical, le truc de la V2, etc. Enfin, il y a une vraie multiplication des fonctionnalités dans ces quartiers-là, ces quartiers de Panel qui est absolument hallucinante, notamment par rapport à ce qu'on peut expérimenter en France, quoi. Ouais, j'ai un petit bémol quand même là-dessus, c'est que là, tu es en train de parler d'une zone HLM en centre-ville, là où il y a une densité. C'est vrai, parce qu'il y a le HEV qui passe en bas de chez moi. En France, tu n'as pas beaucoup d'HLM à ce point-là. Ça c'est vrai. Oui, mais donc ça joue. Ça interroge aussi sur, j'allais dire, la taille, la dimension de Budapest, puisque on parlait du régime communiste à l'époque. En 1950, il y a ce qu'on appelle le Neue Budapest, donc le Grand Budapest, où on passe, je crois, de 14 à 22 ou 23 arrondissements, et où il y a l'intégration notamment de Csepel et de Sorokság à l'époque. Qu'est-ce que ça dit, j'allais dire, urbanistiquement ou d'un point de vue architectural sur ce côté presque tentaculaire qu'on voit de Budapest aujourd'hui, quoi? Waouh, c'est encore une question piège. Ça. Oh non, c'est pas possible. Non, mais il faut bien que je réponde à des trucs, mais ce serait bien. J'étais là pour faire le troll, mais bon, ouais, là, je sais pas, je pense qu'il y a un contexte aussi d'époque où l'industrie a un peu changé en Hongrie et les gens partaient, donc il fallait que les. En fait, c'était les cités dortoirs dont tu parles, qui étaient aux environs de Budapest, qui à un moment donné se sont fait pris dans le Grand Budapest, le développement. Alors qu'à Paris, justement, il y a la périph' qui fait la limitation, mais c'est à peu près la même idée avec le Grand Paris, mais non dit, quoi. Mais donc Budapest l'a fait, mais je pense que c'était plutôt pour des raisons. Enfin là, j'ai pas d'explication architecturale à donner. À mon avis, c'est plus politique. Bah oui. Pour garder les gens, pour dire vous êtes à Budapest, donc ne partez pas. Intégrer les aciéries de Csepel, par exemple. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais un petit truc, c'était que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'était sur la période communiste, plutôt les années 70. Donc effectivement, il y avait la série de construction des panels, etc. Mais il y avait l'accent était mis aussi sur le transport. Donc c'était le moment où ont été faites toutes les stations de métro, mais aussi tous les souterrains. Ouais. Pour le centenaire de Budapest d'ailleurs, en 1973, 1972-73. Ouais. Et tous les souterrains qu'on voit aussi sous les places, c'est quelque chose qui est impossible à faire en France parce que qui paierait ça? Oui, mais c'est l'idée de la planification, ça aide. Le communisme aide pour ça. Ouais. Et moi, j'ai jamais vu des stations aussi grandes, des souterrains où tu fais juste que passer, mais en fait c'est géant, t'as des petits magasins. Alors ça évolue en 90 à Budapest, tu n'avais pas le droit de traverser les boulevards, tu devais passer en souterrain. 2000 et aujourd'hui l'espace est redonné aux piétons, aux vélos, etc. Ce qui n'était pas le cas en 90. Ouais, d'ailleurs, ça c'est un sujet aussi, c'est l'aseptisation des rues de Budapest en centre-ville, qui avant était, il y avait un peu de bordel, c'était bien, et maintenant c'est devenu des voiries piétonnes sans
Sans âme. Sans âme. Ouais. Exactement. Moi, j'aime bien le côté passage souterrain parce qu'en dessous, t'as plein de petits magasins. Par contre, ils auraient dû faire des rampes, ça c'est clair. Parce que, évidemment, il y a les trucs pour les handicapés. Mais passer au-dessus, j'ai l'impression qu'il y a moins de gens en dessous. Il y a des ascenseurs. Il y a des ascenseurs, mais t'as plus le passage obligé. Et donc, t'as moins de mixité. Finalement, quand tu passes par en dessous, maintenant. En tout cas, ça dépend des endroits, mais... Mais ça donne une échelle à la ville supplémentaire. Oui. Enfin, Hong Kong, c'est encore mieux. T'as 3 ou 4 niveaux de... Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas encore à Hong Kong ici. Oui, passons. Non, donc pour continuer un peu le fil conducteur, il nous reste une dizaine de minutes pour revenir. Et c'est la question que j'ai envie de vous poser à tous. Je devrais dire toutes et tous, mais je dirais à tous. Mais c'est vrai que Guillaume a pas. Donc on arrive à 90. La ville, quand on revoit les images de l'époque, moi je l'ai pas connue, je suis arrivé 10 ans plus tard, mais quand on revoit les images de l'époque, la ville est sombre. Il n'y a pas de réglementation au niveau du parking, il y a des bagnoles partout, même si les gens ont peu de voitures. C'est très pollué, c'est très déprimant, etc. Et malgré tout, nous sommes plusieurs autour de cette table à revenir vivre dans cette ville. Qu'est-ce qui nous a attirés? Qu'est-ce qu'on a envie de partager par rapport à cette histoire singulière, par rapport à cette architecture singulière? Qu'est-ce qu'on y vit et pourquoi on y vit bien ou pas? Et pourquoi on y reste? On commence avec toi, Androuche. Encore une question à laquelle il ne peut pas répondre. Celle-là, elle est facile quand même. Non, mais mon histoire personnelle, je suis d'origine hongroise, mais j'ai vécu en France, je sais pas, beaucoup. Et je venais depuis 99 en Hongrie régulièrement pour les... depuis 90, pardon, en mode touriste, pour voir la famille, etc. Et j'ai jamais vraiment regardé ce qui se passait vraiment en Hongrie. Pour moi, c'était un endroit de vacances, quoi, tout simplement. Et j'ai découvert une fois, je crois que vous devez vous en souvenir, c'est Tűzraktér ou Tűzraktér. C'est lequel est le premier, ouais. Donc, je l'ai pas connu celui-là, malheureusement. Merveilleux. Tűzraktér le premier. Ouais, le premier. Le deuxième est Tűzraktér. Merci, t'as raison. Merci, Fabien. Non, Tűzoltó, ça, ouais. Ouais, Tűzoltó. À côté de l'université Semen. C'était un kert ou c'était quoi? C'était plus que ça. C'était vraiment un squat de tout. C'est un squat artistique, bar, etc. Bon, après, il y a eu un bordel entre la mafia. Enfin, bon, encore une fois, j'oublie toujours que je suis sur onde et donc tout le monde écoute. On peut pas parler trop de mafia, un ami en fait. On aurait fait une bonne soirée après. À la mafia, donc. Un ami faisait partie en fait du Tűzraktér. De la mafia. C'est un Français qui a monté le truc. Alors c'était plusieurs. En fait, lui, il s'appelait Étienne Samin. Ouais, Étienne Samin. Et qui vit dans un camion d'ailleurs maintenant. Il était dans la mafia, c'est ça? Non, mais en fait il a expliqué un ami de la mafia. À un moment donné, à la fin. Bon, ce soir on sera Ella Tokert si vous voulez régler. Si vous voulez régler vos comptes. 3 balles dans le buffet. Pour Monsieur Bouygues, pour Monsieur Salin. C'était une super aventure et qu'il a dû arrêter à cause de la mafia. Exactement. D'un seul coup, la mafia est arrivée quasiment du jour au lendemain. En fait, ils ont dit voilà, tout le monde dehors. En fait, en gros, c'était ça. On reprend le truc, on reprend le bar. Ah ouais. Il y avait rien à dire. Et en fait, c'est un mélange entre bar et résidence artistique. Et ça marchait assez bien. Enfin, c'est juste pour moi, c'était plus ou moins un déclic en me disant tiens, il y a un underground en Hongrie qui se passe et où il y a bon, encore une fois, là, c'est comme si j'étais mon psy. En France, mon statut, j'ai plus ou moins... Comment expliquer ça vite fait en 2 mots? Prends le temps. Mais non, mais il reste 2 minutes. Donc, 10 minutes. Les perspectives proposées en France pour un architecte, où c'était la génération précédente qui avait plus ou moins qui avait ses ouvertures. Fait bouger les choses en France, à laquelle je ne participais pas. Alors que je me suis rendu compte qu'en Hongrie, il y a à peu près une génération d'écart entre ce qui se passe en France et en Hongrie, sur la scène artistique, architecturale, etc. Et je me suis rendu compte que c'était ma génération qui faisait bouger les choses. Je ne dis pas que ça a bougé, mais c'est en tout cas qui avait la prétention de faire bouger les choses. Et donc, c'était une incitation pour moi de venir participer à cette chose. Donc, pour moi, c'était très, très, très riche au début. Je dirais qu'aujourd'hui, après, avec Internet, etc., ça s'est un petit peu régularisé. Tout le monde a à peu près au même niveau et il n'y a plus vraiment des différences. Mais il y avait à un moment donné quelque chose qui se passait, une ouverture créatrice, une émulation. Une émulation. Et puis une envie de faire des choses qu'on n'avait plus vraiment, que j'avais pas l'impression qu'on avait tant que ça en France pour différentes raisons. Peut-être que c'est moi aussi qui étais dans différents milieux et en Hongrie j'arrivais avec mon petit bagage français, etc. Donc les portes se sont ouvertes plus facilement. Mais je pense que pour vous c'est la même situation. Si vous avez des potentiels, des ouvertures qui sont
voilà, qui sont Moi, c'était complètement comme ça. Quand je suis arrivé en Hongrie, plutôt quand je suis resté, parce que je suis arrivé en Erasmus, mais quand je suis revenu, je me suis retrouvé dans une agence 2000-2001. Je me suis retrouvé dans une grande agence d'architecture hollandaise, Eric Van Egeraat, et en fait on était 8 jeunes à faire des bâtiments. Plein de talent. On s'est retrouvé à refaire Doja Djoldihout, le bâtiment là qui est un petit peu Deloitte ou ING et tout ça, non ? Voilà, ING qui est devenu Deloitte. Et en fait on savait pas trop ce qu'on faisait à ce moment-là. Voilà, tout le monde était... Vous étiez deux sous-co, quoi. Vous savez pas Non. Mais tout le monde avait ce goût de faire des choses. Et d'ailleurs ce bâtiment-là a fait énormément réagir. En fait, il y a les gens qui le détestaient, les gens qui l'aimaient bien. Il y a des gens qui venaient pour le photographier du monde entier. Ouais, mais c'est arrivé un petit peu après. Mais au moment où on le construisait, les gens se disaient mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et t'avais effectivement comme tu disais, une émulation. Tout le monde voulait faire des choses. Les gens qui voulaient faire l'architecture classique voulaient absolument faire des trucs classiques. Les gens qui voulaient faire des trucs contemporains, il y avait Egeraat, Almadi, etc. Et il y avait encore les organiques qui étaient encore là, pareil, qui étaient dans le combat plutôt à la campagne en fait. Où ils ont fait des trucs à Charoche-Patak, etc. Puis Chaba. Université. Ou à Felchout, un grand stade. À ce moment-là, tout le monde était dedans. En Bruges, est-ce qu'on peut parler d'une architecture Fidesz ? Il y a le cas de l'opéra. Oh là, tu vas avoir des problèmes, toi. On pourrait parler du Gauguin. Le Fidesz, c'est plutôt le quartier des musées là, qui est à Városliget. Oui, le quartier muséal, ouais. Qui est un peu comme justement encore une fois à Vienne, ils sont pareils. C'est l'idée de concentrer un peu les musées comme ça. Le musée d'ethnologie, c'est une grande rampe de skateboard en fait. Tu t'éclates là-dessus. Mais avec des réussites et des choses qui sont un peu plus critiquables. Moi, je trouve que la maison de la musique. Ça c'est joli. Ça c'est intéressant. C'est un super archi quoi qui a fait ça. C'est un truc merveilleux. C'est japonais. Organique, ancré dans la nature, la végétation. Et je dis ça tout en ayant animé la ZAD contre le projet. T'as fait un Notre-Dame de la maison de la musique, toi ? Donc, je reconnais que je me suis planté. Finalement, c'est mieux que le Cartem. On allait boire des coups avec mes copains à l'époque. Ah, le Cartem, c'était bien. C'était bien aussi. Il y avait un concours international là, sur ces projets. Ah, il y avait un appel d'offres. Ah, là, c'était ouvert là. Ah ouais, d'accord. Bien sûr. Alors, la résistance qu'il y a eu face au projet qui avait été imposé de manière peu transparente et peu démocratique a permis en fait de revoir les ambitions et de faire quelque chose qui est plutôt sympa tout en conservant de l'ancien, en protégeant des arbres et en ouvrant une forme de créativité qui rend aujourd'hui le Városliget quelque chose d'assez merveilleux. Mais en Bruges, toi tu parlais justement on parlait de cette émulation au sommet architectural, de ce côté underground fin des années 90, début des années 2000, aujourd'hui 20 ans plus tard. Est-ce que tu penses que toute cette partie-là qui faisait un peu la richesse, on va dire, du Budapest de l'époque, c'est complètement perdu, quoi ? Parce qu'on voit que avec la Disneylandisation, l'Airbnbisation et autres, on n'a plus forcément l'impression d'être dans une capitale où justement c'était le joyeux bordel qui en faisait la force, quoi. Justement, j'ai envie de rajouter et la réglementation et l'administration, etc. C'est la commodification, marchandisation de ma vie. Si tu veux. Je complète. C'est mon côté Polanyi. Donc encore une fois, c'est comme je retourne à la première question, c'est est-ce qu'on connaît encore les bars parce qu'il n'y en a plus ou parce qu'on est devenu vieux. J'ai l'impression que effectivement l'émulation, en tout cas le plaisir de faire de l'architecture qui change un petit peu. Enfin, oui, je sais pas si c'est moi qui l'ai perdu ou la Hongrie qui l'a perdu, mais je la vois moins en tout cas. Ouais. Beaucoup moins. Oui, puis il y a pardon, vas-y. Il y a moins de concours. Il y a beaucoup moins de concours, oui. Il n'y a plus de concours. Il n'y a plus de concours. Non, puis il y a ce retour un petit peu vers le classicisme. Je pense à tout ce qui est en train d'être fait autour du quartier du château, à la reconstruction des écuries et j'en passe, ou au Corvin dont on parlait tout à l'heure. Enfin, on a vraiment l'impression. Des nouveaux quartiers comme Copacabana, on pourrait être à New York, Amsterdam ou Paris. Mais en même temps, tu viens de dire justement à l'instant que c'était pas mal. Fujimoto, ce qu'a fait à Városliget, c'est pas mal. Donc il y a encore quelques petits trucs qui c'est pas complètement réticent, mais derrière tout ça, il y a tellement d'enjeux d'argent, de politique, etc. C'est compliqué là. Là justement, élément vraiment d'actualité, on a appris hier ou avant-hier que par exemple derrière la place des Héros, enfin du côté de la Cochelle des Œufs, on risquerait d'avoir un grand gratte-ciel monté par le promoteur de la Bourge Dubaï, de la Bourge Khalifa à Dubaï. Donc c'est dire à quel point on est sur une pente presque descendante à Budapest. Non, tant mieux, ça manque des tours à Budapest quand même.
molle, c'est pas génial. Le phallus molle qui est pas terrible du tout. Je vous invite à monter parce que la vue, je sais pas si la vue est vraiment fascinante. Donc Budapest reste une ville merveilleuse et très très belle. Et un petit truc dont j'ai entendu parler hier en fait, qu'il y aurait peut-être un projet de tour derrière. C'est ce qu'on vient de dire. Au revoir Fabien. À bientôt. Aïe, aïe. On va devoir rendre l'antenne maintenant un tout petit peu plus tôt que prévu. Donc vous étiez sur l'émission Mauvaise Onde de Tiloche en français. Nous avons eu l'honneur de recevoir Ambrouche Eva. Bravo Ambrouche. Bravo. Merci beaucoup. Ah ben non mais attends, c'est super intéressant. C'est bien. Donc architecte français d'origine hongroise. Nous avions avec nous également Corentin Léotard, rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale. Merci d'être à en stage d'observation. De troisième, hein. Vincent Liéger. Voilà. Vincent Liéger. Ça suffit. Ça résume sur la décroissance. Bonne soirée. Joël Lepavou, journaliste français à Budapest. Et à demain pour le Fab Mix. Oui. Fabien qu'on retrouve demain matin à 8h voilà. Pour le Fab Mix. Et Laïs, en fait, pour parler de son voyage en vélo entre la France et la Chine. Donc nous avions également Siloé Lemaître, futur journaliste. Notre Twitcheuse en chef. Twitcheuse. Et 3 stagiaires du journal francophone de Budapest. Et au micro, c'était Guillaume Carré. On se retrouve. Bonjour. Enfin, salut. Yes. À très bientôt. On se retrouve dans 2 semaines. Pour la dernière de l'année. Ah oui. Ah oui. 9 décembre, parce qu'après c'est le 23. C'est pas la dernière alors. Bon, l'avant-dernière. Allez, on verra. Ciao. Bon, à très bientôt en tout cas. Montagne pelée, Saint-Pierre-en-Baye. Montagne pelée, Saint-Pierre-Nouillet. Wélé, montagne pelée, wélé, Saint-Pierre-en-Baye. Montagne pelée, Saint-Pierre-Nouillet. Well, this is your show, folks. We're going to try to play and sing the things that you'd like to hear. What do you like, the new contemporary songs, or the old ones, or the fast ones, or the slow ones? Speak up. A következő megálló egyenes labirintus.